Bonsoir à tous, durable, vous avez dit durable. Ce mot, on ne cesse de l'entendre sur tous les tons, sur tous les modes, on le met à toutes les sauces, mais pas toujours simple de savoir exactement ce qu'il recouvre. Et ça se complique encore quand on parle d'entreprise. C'est quoi une activité économique durable? Quels critères doit-elle remplir? On va essayer de répondre à toutes ces questions ce soir dans l'émission avec des acteurs du secteur. Et je vais commencer par vous, Pauline Remouchant, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de Group One. Alors Group One, en fait, vous accompagnez des entreprises durables, ou vous les accompagnez vers la durabilité. Si je vous demande en 30 secondes, c'est quoi une entreprise durable? Vous me dites quoi? Alors, la première chose, un entrepreneur durable, c'est un entrepreneur qui va mettre ses valeurs au cœur de sa démarche entrepreneuriale et qui va voir dans l'entrepreneuriat aussi un moyen d'être acteur du changement. Du changement de quoi? Du changement de notre modèle économique vers un modèle plus durable. On parle de durabilité forte, ça veut dire que c'est une économie qui se met au service de l'homme. Donc l'essence de l'économie, c'est du troc, d'échange, production et échange de biens et services pour mieux répondre aux besoins des gens, mais aussi qui va respecter les limites planétaires. Et donc, c'est un entrepreneur qui, à son échelle, va contribuer à ce nouveau modèle économique. Et on pourrait aussi exemplifier ça avec 3 grandes portes d'entrée de la durabilité en entreprise. On a tout ce qui est l'éco-gestion, la gestion environnementale, avec toutes mes externalités, tous les impacts que j'ai en termes de pollution, de consommables, de fournisseurs, de CO2. Il y a le business model. Est-ce que mon modèle, mon cœur de métier propose une autre manière de consommer? Puis il y a ma gouvernance. Comment moi je vais faire intégrer des autres modèles de gestion. Alors on détaillera tout ça dans le courant de l'émission, mais je vais vous donner la parole. Benoît Quitre, bonsoir. Vous êtes président de CAIA, une coalition d'entreprises durables. Vous en avez 250 environ. Est-ce que c'est facile d'être une entreprise durable aujourd'hui? Je pense que d'abord, une entreprise, c'est jamais facile. Et donc, je crois que tout entrepreneur de tous les temps a toujours dit que c'était difficile, mais en même temps, c'est passionnant. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que c'est passionnant. Et je pense que... Est-ce que c'est plus difficile qu'une entreprise? C'est aujourd'hui plus difficile parce qu'en effet, aujourd'hui, les entreprises durables ne sont pas fortement établies, elles sont plus fragiles, les règles du jeu ne sont pas faites pour elles. Clairement, les règles du jeu sont plutôt faites pour les entreprises établies traditionnelles. Vous entendez quoi par règles du jeu? Essentiellement, une entreprise, à la base, historiquement, c'est des gens qui s'associent pour travailler ensemble et partager le profit de leur activité. Et donc, c'est basé essentiellement sur la dimension économique. Quand on a une entreprise durable, comme l'a dit Pauline, il faut aussi assurer un impact sociétal et environnemental positif. Et quand évidemment vous créez cet impact et qui n'est pas valorisé économiquement, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là qu'il quelque part il faut changer les règles du jeu et à ce moment-là permettre aux entreprises durables de beaucoup plus se développer et se déployer face au business as usual. Alors on verra comment changer les règles du jeu aussi dans le courant de cette émission, mais d'abord deux néo-entrepreneurs qui n'ont pas peur de se lancer dans les difficultés. On va commencer avec vous, Thaïs Ficheroux. Vous êtes la cofondatrice de Maison Bruxelles. Alors vous faites de l'upcycling, vous récupérez du textile et vous en faites des vêtements. Une démarche durable par excellence. Il y avait quoi? Il y avait un idéal en fait, parce que on va peut-être dire une info que vous venez de la communication à la base, donc pas vraiment le secteur de la mode, mais il y avait un idéal qui vous trottait dans la tête? Annabelle, donc mon associée ici, avait été très fort attirée par le secteur de la mode, tout en ayant cette petite retenue parce que c'est un secteur qui est connu aussi comme étant superficiel et aussi au moment où on en a parlé la première fois, problématique au niveau environnemental. On ne parlait pas encore de la problématique sociale, ça je suppose qu'on en reviendra dans l'émission également. Mais donc du coup l'idée c'était vraiment de créer un projet créatif autour du textile, mais qui ne faisait pas partie de la problématique et qui, justement, offrait une solution. Alors ici, on est effectivement, comme tu disais, une néo-entreprise. On a seulement 1 an, bientôt et demi. Donc on verra comment ça évolue. Mais effectivement, là, on voit que le secteur est quand même en train de changer, que petit à petit, le consommateur est prêt à changer son habitude et à s'ouvrir vraiment à
à cette nouvelle offre en fait, qui est possible. Alors, il me reste à vous présenter Guillaume Grégoire. Bonsoir Guillaume, vous êtes aussi le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Pink My Bike. Et vous, en fait, vous faites de l'upcycling, mais avec des vélos, on va dire ça comme ça. Vous récupérez d'anciens vélos que vous reconditionnez. Et vous me l'avez dit en préparant cette émission, vous avez travaillé dans des grandes industries. Et puis, chez vous, il y avait vraiment une volonté de reconversion. Il y a un modèle qui ne vous convenait plus ? Oui, tout à fait. Donc, c'est un petit peu ce modèle de l'industrie où les personnes qui créent la vraie valeur, c'est-à-dire les ouvriers, les personnes qui mettent la main à la pâte, sont considérées juste comme des outils ou comme des objets interchangeables, jetables. Et j'avais envie de lancer ma propre activité et justement d'en profiter pour mettre en avant à la fois le côté environnemental, mais également le côté social, le fait de pouvoir créer des conditions de travail qui sont bonnes pour tout le monde. Alors vous êtes tous, vous restez des néo-entreprises, donc très optimistes, très volontaristes, mais des difficultés il y en a, on va s'en rendre compte dans cette émission, et on va tout de suite rendre une petite visite à une autre entreprise durable, c'est Bilmo qui fabrique des remorques pour vélo destinées à des professionnels. Leur atelier, il est situé à Rossi Park, à Anderlecht, et puis ça roule plutôt bien pour eux. C'est pas toujours simple, mais là, ils commencent vraiment la commercialisation de leurs produits. On a été les voir. C'est devant cet ordinateur que ce designer industriel a conçu les esquisses de son projet de remorque avec son associé. Et cela fait quelques années déjà qu'il s'intéresse à ce produit. Le premier projet a vu le jour à la fin de leurs études. En fait, au tout début, avec Pierre, qui est mon associé, à la fin de nos études en design industriel, on a décidé de faire un voyage en vélo pour aller jusqu'à Istanbul. Et on avait les vélos, on avait les bagages, et on ne savait pas comment transporter les bagages, et du coup, on a fabriqué nos premières remorques. On ne va pas dire qu'à l'époque, on avait déjà l'idée de ce qu'on allait faire maintenant, mais c'était déjà une première étape, en fait. Et depuis, ils en ont fait du chemin. Après s'être lancés dans d'autres aventures professionnelles, ils sont revenus à leur premier amour, d'abord en aménageant des remorques pour les professionnels, avant de concevoir leur propre modèle. Un peu moins d'1 an de travail pour y arriver. Essai-erreur, c'est en fait il y a la phase de conception, après il y a la phase de production, il y a la recherche de sous-traitants aussi, le développement de nouvelles techniques. Maintenant, on est vraiment dans la phase d'amélioration de tous les petits détails qui sont encore à améliorer. On fait aussi des choix nouveaux de matériaux, comme par exemple ici c'est du plastique qui est 100% recyclé, ce qui est aussi plus durable que le bois, qui est moins sensible aux intempéries. 2 modèles pouvant transporter de 65 à 200 kg. La durabilité est au cœur de leur démarche. C'est ce qui les a guidés dans le choix de leurs sous-traitants. Tout ou presque est produit à moins de 100 km de leur atelier anderlechtois. Eux se chargent de l'assemblage et de tout le reste. Ça va de passer le balai jusqu'à commercialiser en faisant vraiment notre cœur de métier qui est aussi la conception des produits. Mais on fait aussi le développement commercial, voilà, c'est assez large. Et l'idée, c'est au fur et à mesure du développement de l'entreprise d'engager des personnes qui sont spécialisées dans chacune de ces tâches. Le premier objectif, c'est de vendre 10 remorques par mois. Et le développement de leur propre vélo cargo est également dans les cartons. Eh bien voilà, vous l'avez compris, ces entrepreneurs, ce sont des hommes ou des femmes orchestres, il faut savoir tout faire. Pauline Remouchant, vous accompagnez aussi des entrepreneurs en transition qui veulent aller vers la durabilité. Et vous me le disiez en préparant cette émission, c'est difficile de recruter des candidats. Pourquoi ? Oui, alors effectivement, ils existent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont sensibles ou qui voient aussi dans la transition une manière de se réapproprier leur projet ou de remettre leurs valeurs au cœur de leur démarche professionnelle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on accompagne principalement des TP, des commerçants. Donc des très petites entreprises. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est aussi un public qui est fort sensible à tous les éléments conjoncturels. Et donc, c'est pas toujours facile de sortir la tête de l'eau, de pouvoir passer au-delà des urgences de survie pour
pouvoir se lancer dans ce grand chantier de réinvention qu'est la transition. Oui, ça veut dire, Benoît Quitre, que quand on décide d'aller vers un processus de rentabilité, quand une entreprise décide de le faire, elle doit tout mettre à plat et tout revoir. Je pense que tout revoir pourrait faire peur. Je pense qu'il faut en tout cas se construire une trajectoire de transformation. Et donc évaluer où on en est par rapport à l'impact de durabilité, que ce soit environnemental ou sociétal, faire un peu un bilan d'où on en est, et puis de là se fixer des objectifs à moyen et à long terme, pour essayer de réduire le dommage que l'on crée à l'environnement et de progressivement avoir une contribution positive. Et donc tout ça, c'est une trajectoire qui peut prendre des années. Maintenant, on sait qu'il y a des enjeux, il y a certaines urgences, notamment au niveau climatique, et donc il faut peut-être là avoir un peu plus un sentiment d'urgence et mettre des priorités. Mais je crois dire qu'aujourd'hui, on doit tout changer au niveau de l'entreprise. Je pense que là, ça serait fait peur à beaucoup de monde et peut-être le considérer impossible, alors que c'est pas le cas. Alors Pauline, on commence par quoi en fait? Pour maintenant, un commerçant qui nous regarde et dit « mais moi j'ai envie d'être durable », il commence par quoi? Il va vers où? Il se fixe quel objectif? Nous, dans notre démarche, c'est de d'abord aller on va faire un petit état des lieux. Et ça arrive quand même régulièrement qu'on va commencer par renforcer ce qui se fait déjà. Il y a beaucoup de choses qui sont faites naturellement, spontanément, et on va aller mettre le doigt dans l'engrenage, valoriser les démarches qui sont déjà présentes. Un exemple, on accompagne un restaurant coréen qui voulait se lancer dans le zéro déchet. Et on s'est rendu compte que naturellement, dans la cuisine traditionnelle coréenne, il y a une approche très spécifique dans le fait de récupérer, d'avoir un minimum de déchets. Donc on va maximiser ça, le renforcer et essayer de voir le zéro déchet, pas uniquement dans les contenants pour l'emporter, mais sur toute la chaîne de fabrication. Et donc on va aller là où il y a déjà une sensibilité et on va avancer. Ouais. Alors Thaïs Fischroul, vous êtes lancé vous avez commencé par une entreprise durable. Alors ça ne veut pas dire que c'est plus simple parce que effectivement vous êtes dans un domaine hyper concurrentiel. C'est la mode. Les plus grandes difficultés que vous avez eues, c'est quoi? C'est faire un produit à un prix correct, abordable ou pas, ou d'autres choses? C'est vrai que dans l'idée où on crée notre projet de A à Z avec l'idée de durabilité, on a cette facilité-là parce que effectivement toutes les questions qui se posent pour créer un projet ont ces deux critères-là qui sont... Ils sont tout le temps là, en première place. Ouais. Voilà. Il n'y a pas un moment où vous dites là-dessus on va quand même renoncer un peu? Si, évidemment, et ça tu le dis bien, c'est effectivement, pour nous on rentre dans un secteur qui est très très compliqué au niveau du secteur de la mode. Et il y a certains codes qu'on doit jouer pour pouvoir rentrer dans ce secteur et au final pouvoir apporter nous notre graine aussi et en faire quelque chose de positif au final. Donc c'est vrai que nous, au niveau de notre impact environnemental, l'impact est beaucoup plus grand au niveau digital, par exemple. Parce qu'on est un e-commerce, etc. Et qu'à tous les autres niveaux, étant donné que notre matière première, c'est du déchet, c'est le plus local possible, notre production est à Bruxelles. Donc, vraiment, notre plus gros impact, ça va être des photos sur les réseaux sociaux, des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, on a vraiment réfléchi à ce niveau-là. Ah ouais, donc, ça veut dire qu'on réfléchit effectivement dans tous les domaines. Pour vous, est-ce que c'est plus facile, Guillaume? Parce que finalement, on se dit, le vélo, maintenant, on ne parle que de ça, il y en a de plus en plus, en tout cas en région bruxelloise. Et pourtant, là encore, vous m'avez dit une phrase que j'ai retenue. Vous m'avez dit, j'ai quand même été assez naïf de me lancer sans expérience du secteur. Oui. En fait, à la base, nous, on avait le même plan que Maison, c'était de vendre nos produits sur Internet. On s'est quand même rendu compte que acheter un vélo sans l'avoir essayé, ni même vu en vrai, et encore plus un vélo qui est un petit peu hybride et fait à partir d'anciennes matières, c'était un peu optimiste au départ. Et donc, par rapport à ça, quand je disais que vous étiez dans un secteur peut-être un peu moins compliqué que celui de Thaïs, est-ce que vous le constatez ou ça reste quand même un peu compliqué pour vous aujourd'hui? Alors, je pense que tous les biens de grande consommation, aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on fait face à des produits qui sont fabriqués à l'autre bout du monde dans des conditions environnementales et sociales rarement très bonnes. Et aussi, aujourd'hui, on trouve de tout. On peut trouver un pull à 5 € comme on peut en trouver un à 500 €. On peut trouver un vélo à 200 € comme on peut en trouver un à 2000 €. Et c'est compliqué pour le consommateur de
d'arriver à voir la valeur qui se trouve derrière chaque objet sans le connaître. Ouais, on parlera dans un instant de la difficulté, effectivement, de fixer ces prix. Mais une question pour vous, Benoît Quitre, pour les entreprises qui sont en transition. À un moment donné, dans la réflexion, c'est vrai qu'on met le process et on le réinvente, mais est-ce qu'on doit se dire aussi, il va falloir faire des concessions et peut-être que le chiffre d'affaires qu'on avait, on ne l'aura plus forcément? Oui, tout à fait. Et en fait, si vous voulez, toute entreprise a l'habitude de se fixer des budgets. C'est-à-dire, voilà pour l'année, voilà le budget de revenus que je vais avoir, et voilà ce que je vais dépenser, et de ça me restera une marge bénéficiaire. Là, on peut faire exactement la même chose sur des critères environnementaux. Prenons le carbone, le CO2. Une entreprise peut, et même de plus en plus devrait, se fixer un objectif annuel d'émissions carbone pour se mettre sur cette trajectoire climat dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, à partir du moment du budget carbone qu'elle peut émettre, elle peut se fixer des contraintes et faire des choix. Elle peut dire, cette activité-là, je vais progressivement l'arrêter parce que ça émet beaucoup trop de CO2. Et donc transformer son portefeuille d'activités. Oui, mais en attendant, elle doit se priver d'une partie de ses ressources, quoi. Oui, mais... C'est quand même compliqué, ça, Pauline, de dire ça à un chef d'entreprise ou à un responsable de commerce aujourd'hui. C'est dire, dans le processus, vous allez perdre un peu d'argent au début. Alors, ce n'est pas systématiquement le cas. Il y a des fois où, que du contraire, c'est une véritable opportunité de repositionnement et de gagner une nouvelle clientèle ou même d'ouvrir sa gamme de produits pour... Je prends un exemple d'un centre d'esthétique qui élargit sa gamme à des produits bio dans l'objectif d'abandonner l'autre. Donc on ne perd pas la clientèle du conventionnel, on la convertit progressivement. Et donc il n'y a pas de perte de revenus. Ça peut se faire, alors tous les cas de figure existent, mais effectivement pas systématiquement condamner son chiffre d'affaires pour autant. Ouais. Alors on va poser la question à nos deux néo-entrepreneurs. Thaïs, pour l'équilibre économique aujourd'hui, question très simple, est-ce que vous et votre associé, vous vivez de votre activité ou pas du tout aujourd'hui? Non, pas totalement. C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose beaucoup. Est-ce que Maison fonctionne bien? Alors oui, Maison fonctionne bien, mais tout dépend de la définition de est-ce que ça fonctionne bien ou non. Alors nous, on ne se paye pas encore. On ne sait pas... Enfin, c'est vrai que ça, c'est un peu le paradoxe parce qu'on dit qu'on paye tout le monde à la... Enfin, tous les parties prenantes de Maison sont payées équitablement. Et au final, les deux fondatrices ne le sont pas encore. Mais c'est vrai que ça, c'est un travail que on se donne 3 ans qui est le délai start-up un peu vous confirmez, Pauline, c'est 3 ans à peu près, on doit se donner 3 ans. Ça dépend des secteurs, il y a des secteurs qui peuvent se permettre d'attendre, d'autres moins, mais ça dépend des charges qu'on a. Et donc vous vous donnez 3 ans et en attendant en attendant, donc on vient sortir de nos études, on a eu un petit peu d'aide de nos parents, il y a des bourses aussi sur lesquelles on joue beaucoup, et donc voilà, là c'est un petit peu jouer avec tout ce qu'on peut, et puis voir si on peut faire 3 ans, un peu plus, et puis si on peut faire vivre et construire Maison pour pouvoir y grandir. C'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, Guillaume Grégoire, vous avez un pop-up store pour l'instant, un pop-up atelier avenue Georges-Henri à Woluwe-Saint-Lambert, mais c'est une occupation éphémère. Alors vous m'aviez dit, je suis à l'équilibre, mais bon, comme j'ai pas de charge sociale, pas de loyer, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui de faire un plan d'affaires et d'imaginer l'avenir en fait. Oui, c'est ça. Alors, on est à l'équilibre aujourd'hui, on paye quand même un loyer, on paye des charges sociales, mais évidemment moins que si on était à plus grande échelle. Mais après, c'est dur de comparer parce qu'ici, on parle d'une activité de commerçant. Et quand on ouvre une boutique, il faut du temps pour que les gens sachent que votre magasin existe et qu'ils viennent et créer une fidélité chez les consommateurs. Et donc voilà, c'est dur de juger la rentabilité d'un magasin sur 6 mois. Malheureusement, on va devoir le quitter. Mais on voit quand même qu'on a créé une vraie présence dans le quartier, qu'on a beaucoup de personnes qui reviennent ou qui nous félicitent du projet et qui trouvent qu'on a des beaux produits. Vous restez dans le coin, puisque vous vous êtes fait une petite clientèle aujourd'hui en vous disant on va louer un pas de porte. C'est pas possible pour vous. Vous n'en avez pas les possibilités financières. Donc vous allez continuer sur de l'occupation éphémère. Oui, c'est à court terme. Donc l'idée, c'est
scinder un petit peu la production de nos vélos et la vente de nos vélos. Pour la partie production, on va aller rejoindre Maison au Grand Hospice. Et pour la partie vente, il faut qu'on réfléchisse un petit peu sur ce qu'on va faire, parce qu'effectivement, on est sous-capitalisé pour se lancer et prendre une boutique et partir dans tous les frais fixes que ça comporte. On doit un petit peu travailler là-dessus pour voir sous quel modèle on veut se lancer exactement. Ouais. Alors Pauline, pour se lancer dans une entreprise aujourd'hui ou pour se lancer dans un processus de transition, est-ce que c'est le bon moment? Il y a eu le Covid, il y a maintenant la crise énergétique. Est-ce qu'on peut dire à un entrepreneur, lancez-vous en plus vers la transition? Mais évidemment que c'est le bon moment et on a besoin de personnes audacieuses comme ici nos comparses. On a besoin d'entrepreneurs qui osent, qui veulent faire bouger les lignes, qui se serrent la ceinture pendant 3 ans avant de se voir se payer. Ouais. Ce sont des gens extraordinaires qui jouent un rôle moteur au détriment parfois de beaucoup d'heures de travail, de beaucoup de montagnes russes. Vous allez la faire rougir, hein, vous allez la faire rougir. On ne se rend pas compte à quel point l'entrepreneur, même le petit entrepreneur, joue un rôle déterminant pour faire modifier les lignes. C'est les premiers qui ont ouvert les magasins BioVrac, qui ont créé vraiment un changement fort dans le modèle d'alimentation. Ces gens-là ont un rôle important à jouer. Mais qu'est-ce qu'il manque, selon vous, Benoît, pour que ce soit plus facile aujourd'hui? Je pense que ce qu'il y a, c'est que, comme toujours, ce que je disais tout à l'heure, la valeur sociétale et environnementale qui est créée par les entreprises avec des modèles à forte durabilité, l'économie circulaire, l'économie régénérative, l'économie de la coopération, quelque part, la valeur qu'ils créent, qui n'est pas monétaire, n'est pas prise en considération. Et je pense que c'est là qu'il faut que quelque part, tout ce qui est créé à travers ça soit considéré. Très concrètement, ça doit passer par quoi? Très concrètement, c'est un sujet un peu d'économiste, mais ça voudrait dire que dans les entreprises traditionnelles qui créent un dommage à l'environnement, ça devrait être une charge pour cette entreprise-là. Et les entreprises qui ont un impact positif, ça devrait être une plus-value, ça devrait être une sorte de revenu complémentaire à l'entreprise, qui permettrait d'équilibrer à ce moment-là. Et donc il faut jouer sur la fiscalité, par exemple. Certainement. Ouais. Certainement. La fiscalité est un des éléments, les normes sont un autre, la planification, la comptabilisation aussi, et bien entendu l'accès aux capitaux également. Ouais. Et c'est un point important, je pense qu'aujourd'hui, je le signalais tout à l'heure, je pense que beaucoup de créateurs d'entreprises durables pourraient être plus ambitieux et dès le départ aussi faire appel à des capitaux. Il y a plein de structures existantes. Dans la finance durable, je pense à Solifin, bien entendu, qui est une fédération d'acteurs. Je pense à Citizen Fund, je pense à l'ITA, qui sont d'ailleurs tous les deux membres de Solifin. Et il y en a plein d'autres. Oui, en même temps, certains me disent que c'est très chronophage de s'adresser à ce type de plateforme de financement, que ça prend beaucoup de temps, que les entrepreneurs n'ont pas forcément le temps. Ça m'est revenu dans la préparation de cette émission. Mais si en même temps ils se lancent dans quelque chose et que finalement ils n'ont pas les moyens vraiment de le réaliser, c'est peut-être du temps perdu à ce moment-là. Ils ne sont pas tout seuls, la région finance beaucoup de structures. Alors justement, par rapport à ça, est-ce que selon vous, est-ce qu'il faut revoir les aides économiques pour les réserver exclusivement à ces projets plus vertueux dans le domaine de la transition? Il y a des aides qui existent déjà, et puis c'est le projet de notre gouvernement de donner un avantage à... Donc, ce qui est annoncé, c'est qu'en 2024, les aides existantes seront majorées pour les entrepreneurs qui s'inscriront ou qui auront démarré une démarche de transition à minima. Et en 2030, elles seront réservées exclusivement. Il faut en passer par là pour vous. Mais je pense qu'à un moment, l'argent public ne doit... En 2030, ce serait quand même une catastrophe si l'argent public continuait à financer le conventionnel. Ouais. Alors ici, on parlait de faire appel à des dispositifs d'aide, de faire appel à des plateformes pour financer le développement de votre entreprise. C'est une chose à laquelle vous pensez, Thaïs? Oui, nous on a fait effectivement notre incubateur chez Bossier Project, chez Group One, donc, qui est un incubateur pour les jeunes en dessous de 30 ans qui ont un projet à but social ou environnemental. Donc ça, c'était la première aide qu'on a bénéficié. On a eu on a gagné 2 appels à projets européens aussi, qui là étaient exclusivement dans le secteur de la mode. Et donc voilà, on a postulé à d'autres, mais ça, on croise encore. Et vous pensez que ça, c'est de nature à faire... on parlait de la difficulté de fixer le prix. Chez vous, par exemple, une chemise, c'est 110 €, un pantalon, 140. Ces aides-là, est-ce que c'est de nature à diminuer les prix et donc à rendre vos produits plus accessibles, ou alors c'est vraiment pour vous développer? C'est pour le développement de maison.
clairement. Le prix, il est fixé en fonction de la matière première qui est récupérée, surtout de la production. Donc la production belge, la plus grande partie du prix de nos vêtements et accessoires. Ouais. Et pour vous, est-ce que vous êtes aussi intéressé ou est-ce que vous l'avez déjà fait, solliciter les aides régionales? Vous l'avez fait avec le pop-up, hein, j'imagine. Vous avez rempli un dossier parce que finalement, la fixation du prix, vous y êtes également confronté, hein, la difficulté en tout cas. Oui, bien sûr. Surtout déjà quand on est jeune entrepreneur et on se dit un peu, bon, qu'est-ce que je vais oser de demander comme prix aux gens? Il faut d'abord avoir confiance en soi et avoir confiance en ses produits. Et là, c'est ce qu'on a fait avec notre magasin, c'est de se rendre compte qu'en fait, on a des chouettes feedbacks de nos clients et que ce qu'on vend a de la valeur. C'est ça, et on est à 500 € à peu près, hein, c'est ça, le prix de départ pour un vélo, quoi. Prix de départ, mais pour un bon vélo qu'on va utiliser tous les jours, il faut plutôt compter aux alentours de 700 ou 800 €. Alors, dernière question, il nous reste moins de 30 secondes. Vous êtes optimiste pour l'avenir, Thaïs? À l'issue des 3 ans, vous rêvez de quoi? Il le faut, et ouais, je suis très, très optimiste. Ouais. Vous aussi, Guillaume? Oui, bien sûr. Ouais. Vous avez l'impression, vous, que de toute façon, le train est lancé maintenant, Pauline, et qu'on ne l'arrêtera pas? De toute façon, il n'y a pas d'autre issue, il faut aller tout droit, il faut foncer. Très bien. Bah écoutez, vous avez sur ce plateau donc des fonceurs, vous vous en rendrez compte. Bon vent à vous en tout cas. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous en tout cas pour votre expertise. Autrement, c'est terminé pour ce soir. La semaine prochaine, vous retrouvez Cyprien Houdemont à la présentation. À bientôt. Portez-vous bien.